Un numéro parmi d'autres, un rôle établi de sa naissance à sa mort, des dangers omniprésents entre araignées, mantes religieuses et termites. Le genre où il faut travailler toute sa vie sans pierre tombale au bout. Mais quand on s'appelle numéro 103 683, la vie d'une fourmi peut devenir passionnante pour finir même en héroïne de jeux vidéo. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. À l'occasion de la Paris Games Week, je vous emmène à La Rochelle, à la rencontre de Tower 5, petit studio français derrière le jeu vidéo adapté de la trilogie de Bernard Werber. Ne manquez pas d'ailleurs le second épisode à suivre avec l'interview en longueur de cet écrivain, fan d'insectes, mais aussi de jeux vidéo. C'est une journée, je pense, on va mettre en valeur le travail que fait Tower 5 sur la base d'une adaptation de l'œuvre de Bernard. Chez Microïds, ça fait 3 ans qu'on suit le jeu. Et il y a un mot qui vient souvent à l'esprit, c'est qu'on est à chaque fois bluffé. Donc, je pense que vous êtes venus ici et je pense que vous n'allez pas regretter le détour. Nous, chez Microïds, on aime les collaborations à long terme. Et je pense que la meilleure des illustrations pour parler de ces collaborations à long terme, c'est cette histoire avec Bernard et Elliot, qui n'est pas là, qui est le directeur général adjoint de Microïds et fondateur de Microïds, qui a, en fin des années 90, a appelé Bernard après avoir lu le livre Les Fourmis en disant « ça serait bien de faire un jeu, Les Fourmis ». Et ce jeu, le voilà. Ce n'est pas le premier d'ailleurs. En 2000, Microïds, représenté ici par Eric Nguyen, son directeur marketing, avait sorti sur PC un jeu de stratégie où l'on incarnait le chef d'une fourmilière. En un quart de siècle, les technologies ont évolué et le nouveau studio en charge d'adapter le roman de Bernard Werber a pris le temps qu'il faut pour maturer cette aventure pas comme les autres, celle de la fourmi 103 683, comme l'explique ici l'un des responsables du studio. On connaissait le jeu d'origine, qui d'ailleurs était aussi un jeu de stratégie à l'époque, donc c'était à peu près le même genre de jeu, même si on a pris la stratégie de manière un peu différente. Et l'idée qui était derrière, c'était de se dire, oui, on a la chance que la technologie ait beaucoup évolué. On a des PS5, à l'époque, c'était l'époque des PS1 d'ailleurs, des PSX. Donc on a des machines qui sont littéralement des millions de fois plus puissantes. Et on s'est dit, on va pouvoir probablement essayer, on a fait des prototypes au début, on va pouvoir essayer de transcrire cet univers de manière un peu cinématographique, photoréaliste, pour réussir à faire ce que les romans avaient magnifiquement fait à l'époque, c'est-à-dire immerger le lecteur, et donc pour nous le joueur, dans un autre univers, totalement. Voici pour la promesse. Et pour faciliter le passage de la vie de papier à l'écran, l'équipe de développeurs a pu profiter de l'expertise du créateur lui-même, Bernard Werber. Vu que le squelette est à l'extérieur, ce qu'on appelle un exosquelette, donc elle respire pas. On est habitué, quand vous voyez un chien, quand vous voyez un chat, quand vous voyez un humain, vous avez tout le temps la perception que ça respire. Une fourmi, elle bouge un peu les mandibules, parce qu'elle est tout le temps en train de repérer les odeurs des pistes et tout, et elle bouge les antennes. Donc le challenge pour eux a dû être d'arriver à rendre intéressant un être vivant qui n'a pas le même fonctionnement que nous, parce que c'est pas le même système nerveux et pas le même système de squelette. J'ai glissé subrepticement mon micro au moment où Hélène Vendriès, artiste 3D, lui explique comment elle s'est mise dans la peau d'une fourmi. Ça va faire rire les collègues parce que justement le métier d'animateur parfois c'est d'essayer pour se rendre compte de comment bouge un être vivant, il faut se mettre à leur place. Et c'est difficile pour une fourmi parce que ses sens sont pas les mêmes que les nôtres. Elle fonctionne beaucoup avec les phéromones des antennes, elle n'a pas une bouche comme la nôtre, elle n'entend pas les sons de la même façon et comme vous disiez, elle ne respire pas de la même façon parce qu'elle respire par les trous qui sont dans son exosquelette. Mais c'était quand même extrêmement intéressant. Par exemple, j'avais une animation à faire où il fallait que la fourmi, elle attrape un ennemi avec ses mandibules et qu'elle soit capable de la jeter en l'air. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de vraie référence sur Internet de fourmi qui fait ça. Parce que le jeu vidéo, le but, c'est de s'amuser. Donc effectivement, on en parlait de faire un écart entre la réalité et le jeu pour le bien du jeu, pour l'expérience du joueur. Et justement, ce qui était du coup la seule option que j'avais, c'est que je me suis mise à 4 pattes et je me suis filmée en train de prendre un de mes gants et de le mordre comme un chien et de le jeter en l'air.
Et ça avait l'air sacrément ridicule au moment où je l'ai fait, mais ça m'a permis de faire l'animation actuelle de la fourmi. Et en tout cas, j'ai l'impression que les retours avaient été bons par rapport au directeur, par rapport à mes collègues. Et c'est cette animation qui a servi de référence pour, à la suite, les différents insectes. Mais chacun a une façon de se battre différente, notamment les scarabées, qui n'ont pas de mandibule pour attraper comme l'aurait une fourmi. Ils donnent des grands coups de patte comme si on essayait de gifler quelqu'un, parce que j'ai trouvé des vidéos références de scarabées qui se battaient comme ça quand ils n'avaient pas ce type de mandibule. Il y en a qui ressemblent à des bijoux. Oui. Mais vraiment, et vu qu'ils sont petits, on les voit pas, mais dans le jeu, vous allez pouvoir le montrer, parce qu'ils ont un truc, une carapace comme métallique, comme les voitures, chromées, et il y en a qui sont des œuvres d'art, des petites sculptures avec des petites pointes et tout. C'est juste que c'est plus petit, puis c'est au ras du sol, donc on les voit pas. Il suffit de s'arrêter vraiment une seconde, ne serait-ce qu'un bouquet de fleurs en été ou au printemps, le matin, quand ils sont tous affairés, et c'est incroyable. Je tenais à vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur ce projet, ne serait-ce que parce que j'ai dû chercher des références d'insectes, et j'ai beaucoup appris sur les insectes. Et c'était vraiment super. Cette expérience de voir des vidéos de la BBC qui prennent en très gros plan des insectes, leur vie de tous les jours, et de rendre... vous parliez du côté social des fourmis, de se rendre compte que c'est des sociétés complexes qui en fait existent depuis plus longtemps que nous et sont si élaborées. C'était chouette. Il pourrait en parler des heures, mais il est temps pour moi de discuter avec Renaud Charpentier, l'un des cofondateurs de Power 5 et game director. En français, c'est le pilote du jeu. C'est pratiquement le même métier qu'un réalisateur de film, en fait. Donc c'est cette personne un peu étrange qui souvent porte le projet, porte souvent la vision du film ou du jeu qu'on est en train d'essayer de réaliser, et qui ensuite va travailler avec tout un tas de spécialistes, que ce soit des chefs opérateurs dans un film, ou pour nous, des artistes 3D, des programmeurs, des sound designers, pour réussir à donner vie, à réaliser la vision de ce jeu. Les fourmis, c'est 3 ans de travail, mais finalement, avec une petite équipe, c'est ça qui est assez impressionnant. Alors oui, la production totale a duré 3 ans. On a eu la chance aussi de pouvoir réfléchir au projet avant, donc de faire pas mal de ce qu'on appelle de pré-production, de tests, pour valider les premiers choix à la fois artistiques, graphiques. Et la production elle-même, oui, a occupé à peu près près d'une 30aine de personnes pendant 3 ans, ce qui, à notre époque, est effectivement une assez petite équipe pour un jeu de ce type. En fait, c'est presque une force aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo. C'est une industrie qui a beaucoup grossi, qui a des studios qui sont devenus très nombreux, et c'est extrêmement difficile de faire un jeu vidéo avec de grosses équipes. Donc nous, évidemment, on compte nos équipes en dizaines de personnes, mais beaucoup de studios aujourd'hui comptent leurs équipes en centaines de personnes, et les plus gros développeurs et les plus gros projets comptent leurs équipes en milliers de personnes. Et pour l'avoir vécu dans d'autres structures, dès qu'on commence à compter les équipes en centaines de personnes, c'est extrêmement difficile d'organiser un travail créatif, coordonné, avec des centaines de personnes, et même en ayant d'excellents producteurs qui utilisent des méthodes de gestion et de production avancées. Je dirais, pour reprendre un peu la phrase célèbre, le poids est l'ennemi. C'est-à-dire que pour quelque chose de créatif, moins il y a de personnes qui travaillent dessus, plus c'est facile, ou moins c'est difficile d'arriver à un résultat qui est cohérent. Quelle était l'ambition au départ ? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire autour de ce livre ? Alors moi, j'avais personnellement lu le livre dans ma vingtaine, quand il était sorti. C'est un livre qui avait pas mal marqué la génération de geeks à laquelle j'appartiens. Et j'en avais gardé un souvenir, parce que on commence à travailler dessus quasiment 30 ans plus tard. Et j'avais gardé ce souvenir dans ma tête de ce que j'avais ressenti en le lisant. Et donc, quand Microïd nous a proposé de travailler sur ce projet, on a tout de suite dit oui. Et un des objectifs ou une des idées, c'était de réussir, avant même de relire le livre en détail pour prendre des notes et en détailler l'univers, d'essayer de retranscrire ce sentiment qui m'en restait, un peu cette idée que la culture ou une œuvre, c'est ce qui reste quand on a tout oublié de ces détails. Et le sentiment qui m'en était resté était cette idée très forte de prendre une caméra et, au lieu de filmer des humains, de mettre cette caméra sur des créatures d'un autre monde. Et ce sentiment presque de dépaysement, d'étrangeté, presque de science-fiction quelque part, mais réalisé
sur Terre, avec des animaux, des créatures qu'on connaît, qu'on a tous vues, avec lesquelles on a tous interagi, mais auxquelles on n'avait jamais prêté cette attention. Et pour moi, c'est vraiment ça, ce qu'on pourrait dire finalement ce point de vue, au sens à la fois symbolique et cinématographique, qu'on avait ressenti dans le livre en le lisant et qu'on voulait retranscrire dans le jeu. C'était ça vraiment pour moi le point de départ de la vision du jeu. Ça aurait presque pu être un jeu d'aventure finalement, avec une fourmi qui part à la découverte du monde, mais vous en avez fait un jeu de stratégie, un jeu finalement où il faut défendre son territoire et conquérir d'autres territoires. C'est un thème assez classique dans le jeu vidéo. Comment est-ce qu'on adapte ça justement avec des fourmis ? Alors, le thème de la stratégie s'est un peu imposé de lui-même pour plein de raisons. La première, c'est que c'est un type de gameplay, une gameplay pattern, un type de jeu qu'on aime, qu'on sait faire, sur lequel moi et mes associés, nous avons travaillé pendant des années dans d'autres studios. Le premier jeu que Tower 5 avait développé, Landsword, était déjà un jeu de stratégie. Donc c'est quelque chose qu'on aime, qu'on connaît, dont on a une certaine maîtrise. Et avec les fourmis, c'était un mix évident pour deux raisons principales. Déjà, c'est que le livre contient ces considérations. Un des morceaux de bravoure du livre est la bataille des coquelicots, qui est une gigantesque bataille qui fait littéralement des millions de morts entre les fourmis rousses et les fourmis naines. Et également, c'est le choix qui avait déjà été fait par l'auteur et Microids quand ils avaient déjà fait une première adaptation en jeu vidéo à la fin des années 90. Je crois que le jeu est sorti vers les années 99-2000. Et ce jeu était déjà à l'époque ce qu'on appelle un RTS, pour jeu de stratégie en temps réel. Et donc aussi bien notre expertise, notre connaissance de ce type de jeu que le matériau lui-même, le livre, qui est un livre qui contient des scènes de guerre et des considérations techniques et des considérations tactiques et des considérations économiques dans la vie de cet empire, et également l'historique du jeu et de ce que l'auteur connaissait, tout ça convergeait vers ce type de jeu. Et donc on a naturellement choisi de le traiter comme un RTS, mais un RTS qui effectivement contient une forte part d'exploration et qui a été structuré au sein de la structure du jeu de manière à ce que des gens qui sont plus intéressés par cette partie-là que par la partie stratégique puissent profiter de l'un sans être bloqués par l'autre. Donc on a une structure de jeu assez particulière où, assez simplement, on n'est pas obligé de gagner toutes les missions pour finir le jeu. Et donc, en fonction du type de joueur qu'on est, si on est quelqu'un qui adorait le roman, mais qui n'est pas forcément un hardcore gamer, ou à l'inverse, quelqu'un qui veut vraiment un challenge stratégique et tactique, on peut choisir quelle mission faire, traverser le jeu en finalement le jouant d'une façon ou d'une autre et pouvoir profiter de l'ensemble de la campagne sans être bloqué. Vous avez dû vous replonger vraiment dans le livre. C'était important justement de respecter finalement l'univers de l'auteur. Alors oui, on s'est vraiment tous fortement replongés dans le livre. Moi, je l'avais lu à l'époque, donc j'en avais une sorte d'impression qui m'était restée assez forte et que j'ai utilisée. Mais ensuite, oui, pour la partie scénaristique et même le détail des systèmes, le détail des types d'unités, le type d'ennemis, là, c'est venu d'une analyse précise du livre et on a eu la grande chance de pouvoir faire ce travail avec l'auteur. Car l'auteur, par chance, est toujours avec nous. Il est aussi, par très grande chance, un joueur de jeux vidéo. Bernard Weber est réellement ce qu'on peut appeler un gamer. Il a toujours joué, il avait participé déjà au développement du premier jeu dans fin des années 90, donc il sait vraiment de quoi il en retourne. Et on a eu la chance qu'il s'investisse dans le projet dès le début, dès qu'on a eu le premier prototype jouable du jeu qui présentait la direction artistique, les contrôles. Il a pu le voir et on a pu déjà avoir des retours et des feedbacks avec lui, donc on a vraiment pu être très fidèle dans l'adaptation de son œuvre. C'est pas trop dur justement de l'avoir finalement son regard au-dessus de votre épaule quand vous travaillez ? Ben non, ça s'est très bien passé, sans doute parce que justement c'est un joueur et donc il a une très bonne compréhension, du médium très spécifique qu'est le jeu vidéo. Il en parle très bien d'ailleurs, il le voit presque comme une sorte de cinéma où l'on fait son propre film, ce qui est très vrai, c'est vraiment ce que sont les jeux vidéo. Et donc on a pu vraiment échanger en se disant, on adapte cette œuvre, il faut en retrouver la substance typique moelle, mais il faut que ce soit avant tout très bon, le meilleur jeu vidéo possible. Et évidemment, forcément, il y a toujours des discussions intéressantes d'ajustement
sur ce dont le jeu a besoin, ce qui peut rentrer dans la licence, ce qui correspond. Et là, la meilleure façon de le faire, c'est de pouvoir avoir l'auteur à disposition, ce qui est rare et qui était une chance. Donc on a pu faire justement ce tuning fin du jeu, aussi bien au niveau système de jeu qu'au niveau scénario, de manière à ce que ce soit cohérent et qu'on obtienne aussi un gameplay qui soit satisfaisant. Tower 5, c'est une entreprise relativement jeune. Je crois que vous avez 5 ans, il me semble, si j'ai bien compris. Oui, on a à peu près, on a commencé un peu plus tôt, mais avec 3 personnes sur des tréteaux. Mais on existe depuis pas très très longtemps. On a 6-7 ans d'existence. Oui. C'est vraiment votre jeu peut-être le plus abouti. C'est un jeu très important justement pour un jeune studio de jeux vidéo, même si vous êtes composé de créateurs avec un vrai passif. Vous n'êtes pas des nouveaux venus dans le monde du jeu vidéo. Oui, alors effectivement, on a la chance d'avoir des directeurs qui ont tous une assez grande expérience de jeux vidéo. La plupart d'entre eux travaillent créer les choses dans le jeu vidéo depuis 20 ou 30 ans, ce qui est assez long. Et oui, ce jeu était vraiment effectivement très important pour nous. Et surtout, et je pense que c'est pour ça que ça a été plaisant à faire, ça correspondait vraiment à ce qu'on avait envie de faire. C'est-à-dire qu'on est un studio assez technique, avec des ingénieurs qui maîtrisent assez bien les techniques de rendu, l'utilisation des moteurs, etc. Et ce jeu, même si on fait tout un peu quelque part pour que ça ne se voit pas, est très technique, sa simulation est complexe, c'est des sujets qui nous intéressent. Avoir par exemple des intelligences artificielles qui fassent des adversaires intéressants, c'est un domaine en soi qui nous plaît, qui nous amuse. Et pour nous, il y avait l'opportunité avec ce jeu, finalement, d'utiliser nos forces et finalement de travailler sur quelque chose qui correspond à ce qu'on aime vraiment. Et ça, quand on développe des jeux vidéo, je dirais que c'est presque un luxe. Beaucoup de gens qui travaillent dans le jeu, bien sûr, n'ont pas forcément choisir le projet sur lequel ils travaillent. Et là, il y avait vraiment une adéquation entre ce que l'on aime faire, ce que l'on sait faire, et le sujet sur lequel on l'appliquait. Et oui, c'est assez rare, mais ça a été un plaisir réellement de travailler dessus. C'est aussi un enjeu financier important pour vous ? Oui, alors nous sommes le développeur du jeu, c'est Microids qui en est le publisher. Alors, on va être très honnête, nous, en tant que créateurs de jeux, presque la chose qui importe le plus pour nous, c'est ce que les joueurs ressentent du jeu. C'est ce que le jeu plaît, ce qui trouve son public. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui l'adorent ? Alors, il y a toujours des gens qui ne l'aimeront pas, d'autres qui l'adoreront, mais c'est finalement, nous, on crée des jeux pour que des gens aient du plaisir avec, aient des émotions, des sentiments, découvrent quelque chose. Et alors, évidemment, si c'est un succès commercial, c'est encore mieux. Mais très honnêtement, pour des studios, je pense, pas mal de studios indépendants comme nous, ils sont encore plus attachés à la réception critique du jeu. Il y aura un 2, un 3, parce que c'est le premier livre, c'est tiré du premier livre, c'est une trilogie. Alors, c'est une bonne question à laquelle je laisserai Microïd répondre, car c'est à eux de décider. En tout cas, nous, ça nous plairait certainement, effectivement, de continuer à travailler dans cet univers. Et je pense que c'est ce qu'on vient de dire, ça dépendra, comme pour beaucoup de projets, de la réception du jeu. Et on avisera en fonction. Donc ça, c'est le terrain de bataille. Donc là, on est sur une espèce de plage, on est sur le... non, c'est juste que on a différents, ce qu'on appelle différents lighting, différents sets de lumière, de luminosité. Et là, c'est tôt le matin en mode. Est-ce que tu peux prendre une photo comme ça je peux dire que je suis venu. Les autres sont en train. Si t'as lancé la game. Ouais, mais les autres sont déjà en train. Donc je vais un petit peu accélérer parce que les autres sont déjà en train de jouer, faire des choses. C'est le moment de lancer une partie multijoueur. À la manette, Damien Boussiron, le producteur du jeu épaulé par Bernard Werber. Il ne faut pas perdre de temps dans ce match à 3 où chacun prépare ses fourmilières à l'attaque. Donc là, tu as réuni les troupes, là, on a vu... Donc là, j'ai pris les troupes et je vais essayer de prendre un nid. Tu peux réunir les 3, dire à tout le monde d'aller au même endroit ? Oui, si, je peux leur dire de... Mais là, avec une seule unité, ce ne sera pas impressionnant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun de se développer. Et quand on sera développé, on ira tous joyeusement se mettre sur la figure. Pendant que les fourmis se préparent à essayer de passer l'hiver, j'essaye de mon côté. Me voici petit insecte. Je m'arrête pour regarder un papillon quand j'entends un vrombissement. C'est un bourdon, on dirait un Airbus. À cette taille, les sons ne procurent pas les mêmes sensations. À la recherche de nourriture, je rentre dans mon trou. Et là, je me retrouve nez à nez avec une araignée qui rugit. Voilà ce que donne la stridulation de l'araignée à l'échelle millimétrique. Mais comment produire ce son ? C'est beaucoup de références, je pense.
des références qui viennent de jeux, de films, etc. Et je me suis basé pour celle-là des films Predator. C'est pour ça qu'on a ce côté un peu claquant. C'est des films que m'a fait voir mon papa. Et ça fait partie de maintenant de mes références un peu de monstres, etc. Donc pour celui-là, principalement, c'est Predator. Ouais. Vincent Millot-Certier est directeur audio chez Tower 5. Il m'a amené dans sa tanière. On est dans mon bureau, dans la salle dans laquelle je vais m'occuper de toute la partie sonore du projet Les Fourmis. En quoi ça a consisté, justement, un jeu où, finalement, sans parole, les fourmis, elles parlent pas? Ça a consisté à réussir à faire comprendre pas mal de choses aux joueurs, autrement que par la parole, du coup. Beaucoup de défis sur ce projet. Heureusement qu'il y a les sous-titres, sinon ça aurait été compliqué d'inventer une langue pour les fourmis. Mais énormément de travail sur le design sonore pour l'immersion en fait du joueur, tout simplement. Ça a été un des principaux objectifs du projet. Comment est-ce que vous avez travaillé justement pour... On est à l'échelle d'une fourmi, forcément les sons arrivent différemment. Moi j'étais très surpris par exemple quand il y a un bourdon qui est passé, j'avais l'impression qu'il y avait un avion à réaction qui était passé juste au-dessus de moi. Comment est-ce qu'on recrée justement cette dynamique sonore? Une des principales recherches, c'était surtout la mise à l'échelle en fait du joueur. Réussir à se mettre à la taille d'une fourmi et à s'imaginer, ok, tels éléments, comment est-ce que je l'entendrais si je faisais 1 centimètre de haut? Un bourdon, forcément, il va faire littéralement 3 à 4 fois ma taille. Déjà qu'en tant qu'humain, on les entend passer à côté de nous. Alors en tant que fourmi, ça doit être comme un avion ou un hélicoptère qui nous passe au-dessus. Donc voilà, c'est une mise à l'échelle pour que le design puisse correspondre à nos attentes. Le joueur a envie d'être impressionné quand il voit une menthe religieuse à côté qui du coup ferait la taille d'un dinosaure. Il a envie d'être impressionné quand un scarabée ou un bourdon vole au-dessus de lui, etc., etc. Donc c'est pas mal de créativité, d'imagination, et réussir à trouver pour la direction artistique sonore le juste milieu entre le côté réaliste, vu que le jeu est photoréaliste, il fallait qu'au son ça suive un peu cette direction, et le côté un peu alien, avec certains sons hyper poussés et presque partir dans le too much pour qu'un bourdon, quand il nous passe au-dessus, ce soit impressionnant, faire grogner certains insectes, etc. etc. Les fourmis, elles parlent pas, mais si, en fait, elles parlent quand elles communiquent entre elles. Vous avez vu, il y a une espèce de son assez caverneux, c'est quoi? Ouais. Alors, on a essayé de retranscrire quelque chose dont parle Bernard Werber dans son livre, c'est la communication absolue, en partant du principe que dans la vraie vie, les fourmis communiquent par phéromones, en fait, tout simplement. Donc, des molécules. On s'est dit, pourquoi ne pas représenter ça avec un aspect presque... la télékinésie, pouvoir discuter comme du mentalisme sans vraiment discuter par télépathie en fait. Et du coup, on a travaillé, donc moi au son et avec les artistes pour le visuel, sur cet aspect quand je rentre en communication avec une fourmi, pouvoir passer dans un mode de communication. C'est pour ça que visuellement, il y a tout qui change. On rentre dans un espace-temps presque différent dans lequel on va entendre des sons qui sont associés à ce type de langage précis, jusqu'à, une fois que la conversation est terminée, ressortir de là pour revenir à la vraie vie, à la vie réelle de notre fourmi, une fois la communication terminée. Donc c'est le côté télépathie était la DA principale à essayer de suivre pour pouvoir travailler sur cette discussion par phéromone, en fait. Les fourmis, elles marchent avec leurs pattes. Comment est-ce que vous avez fait justement ce bruit assez étonnant, là aussi, de la marche des fourmis? Alors, c'est beaucoup d'enregistrements. Pour le coup, là, c'est purement organique. C'est des enregistrements de petites brindilles que j'ai tapotées sur différentes surfaces. Des brindilles de différentes tailles pour que ce soit du plus léger au plus lourd, pour que quand une unité de fourmis nous passe à côté, ça reste quelque chose de léger, mais quand une unité de scarabée nous passe à côté, ce soit quelque chose d'un peu plus lourd, etc. Donc c'est beaucoup d'enregistrements et ensuite pas mal de travail de post-production là-dessus. Les enregistrements, justement, vous êtes allé dans la forêt de Fontainebleau, là où se déroule l'action du livre. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Alors, on est parti donc avec l'équipe. Donc moi, je suis parti au son pour enregistrer. Il y avait également les artistes pour pouvoir faire des photos, faire de la photogrammétrie, du scan d'environnement, etc. Et moi, j'étais sur place pour principalement enregistrer des ambiances,
Donc j'ai pu prendre différentes ambiances à différents moments de la journée, dans la forêt, de différents oiseaux, différents insectes qui volent, quelques sons de bourdons dans les buissons, etc. Plein d'ambiances comme ça. Enregistrer également on rentre dans une partie un tout petit peu plus technique, des éléments qui s'appellent des réponses d'impulsivité, des réponses d'impulsion. En gros, ça me permet vulgairement de pouvoir retranscrire la réverbération qu'on a dans la forêt de Fontainebleau, la retranscrire dans le jeu. C'est des éléments qui vont me servir à ça. Donc pas mal d'enregistrements, principalement pour les ambiances. Ouais. Paraît que vous vous êtes fait peur la nuit. Oui, il me fallait des ambiances de nuit. Donc on est partis tous ensemble avec quelques artistes qui voulaient m'accompagner. On est partis dans la forêt de nuit. Donc pas forcément rassuré à certains endroits en plein milieu de la forêt. Mais il y a un élément quand même qui est assez drôle, c'est que c'était pas facile de se retenir de rire. Surtout pour les artistes derrière, quand je leur demandais de pas faire de bruit. C'est bien connu, quand on demande à quelqu'un de pas faire de bruit, c'est le meilleur moment pour exploser de rire. Et cumulé avec les journées assez fatigantes de randonnée qu'on avait dans la forêt, c'était assez compliqué d'enregistrer les ambiances de nuit avec les autres qui rigolent derrière. Il y a effectivement l'ambiance, le bruit des insectes, le bruit de la pluie qui tombe, ce genre de choses. Et puis il y a la musique qui doit accompagner, là aussi, le jeu qui n'est pas omniprésente, mais qui intervient à certains moments critiques, notamment dans les combats. Comment est-ce qu'on conçoit ou qu'on réfléchit à justement l'ambiance musicale d'un jeu de fourmis ? On travaille surtout en collaboration avec les compositeurs. Déjà, donc là pour ma part j'ai choisi de travailler sur ce projet avec 2 compositeurs, Mathieu Alvado et Marc Choi, avec qui on a eu une collaboration incroyable sur ce projet. Franchement ils ont été géniaux et on a pu en fait construire la musique pour pouvoir accompagner le joueur durant différentes missions, différentes phases de gameplay. Et donc la manière de travailler, ça va être de présenter en fait aux compositeurs des moments du jeu, leur expliquer que j'aimerais une musique de telle manière, de telle sorte, avec telle émotion, peut-être tels instruments, des percussions ou pas, etc. Leur expliquer comment est-ce qu'elle va accompagner le joueur, quelles émotions il faut qu'on fasse passer au joueur par la musique. Et avec ça, ils vont pouvoir donc composer une musique que je vais valider. Ils vont composer des maquettes au fur et à mesure des maquettes, des différentes versions, jusqu'à valider une version finale. On va pouvoir après écrire les partitions et enregistrer tout ça par un orchestre, etc. Quel est le son le plus original, celui dont vous êtes le plus fier presque ? Alors, le plus original et celui dont je suis le plus fier, je pense que c'est 2 sons complètement différents. Le plus original, je dirais que c'est les voix des fourmis, très clairement. Également quelques rugissements de certains insectes, je ne vais pas en dire trop pour laisser les gens le découvrir. Je vais en donner juste un parce que lui, pour le coup, c'est mon préféré, c'est le rugissement de l'araignée. Pas d'inquiétude, il y a un mode arachnophobe pour les plus terrifiés par les araignées. Elle est assez grosse, on la fait rugir parce qu'elle n'est pas vraiment gentille et je suis assez fier de ce design-là. Ouais. Merci à toute l'équipe de Tower 5 et de Microids pour cet accueil royal à La Rochelle. 3 ans de travail pour un jeu vidéo dont la sortie est prévue le 7 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series. On a bien noté le mode arachnophobe. Tu as entendu Hagrid ? Suivez les araignées. Mais elles vont vers la forêt interdite. Pourquoi des araignées ? Pourquoi ça ne pouvait pas être suivez les papillons ? Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Tout de suite, notre 2e partie avec l'interview de Bernard Werber dans le podcast des Échos. Notre petit univers. Voilà un reproche que ne risque pas d'encourir Bernard Werber. Son monde à lui, ce n'est pas seulement le nôtre, c'est celui et avant tout des insectes, de certains en particulier, dont on va découvrir les arcanes dans son 2e roman, Le jour des fourmis, qui vient de paraître chez Albin Michel. C'était il y a déjà 32 ans, en 1982, dans l'émission Un livre un jour sur France 3, une archive de l'INA, le 2e tome de la trilogie des fourmis. En cette fin 2024, les petites bêtes reviennent, mais cette fois-ci, en jeu vidéo, chez Microids. À cette occasion, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Werber dans les locaux de Tower 5 à La Rochelle. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos.
On voit 103 683e. Elle est identifiée. Ouais. Et elle se sépare de son groupe pour aller chasser un papillon qu'elle a aperçu, alors que le reste du groupe ne l'a pas vu. Et on a remarqué quelque chose, c'est qu'au début de chacun de tes livres, 103 683e essaye ou réussit à chasser un papillon. C'est toujours dans les premières scènes. Donc le papillon sert de guide. Ouais. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Alors, on vient de vous entendre ici essayer le jeu avec Mathias Varlet, c'est le game designer de Tower 5. Vous aviez l'air fasciné. Qu'est-ce qui vous attire chez les fourmis ? Tout simplement, quand j'étais enfant, vers l'âge de 6-7 ans, dans le jardin de mes grands-parents à Toulouse, j'observais dans la nature et les fourmis, c'était les seuls êtres vivants qui s'enfuyaient pas quand je venais. Non seulement ça, elles montaient sur mon doigt, je pouvais avoir une fourmi que j'amenais devant moi, un peu comme si c'était le contact avec une autre civilisation. Et la fourmi n'avait pas l'air d'avoir peur. Alors que si je voulais essayer de m'intéresser aux lézards, aux grenouilles, aux araignées, la communication était très limitée. Et ensuite, je me suis dit, mais c'est des villes. Donc il y a des routes, il y a une agriculture. J'ai commencé à me renseigner un peu, il y a de l'élevage. Je me suis dit, c'est un peu comme notre monde, mais en plus petit. Donc c'est une manière de comprendre mon monde, c'est d'observer une ville avec des êtres tout petits qui grouillent partout. Est-ce que vous pensiez, en écrivant cette trilogie, que ça pouvait faire un jeu vidéo ? Alors surtout, je pensais que ça pouvait faire un film, et j'ai longtemps espéré que le film se fasse. Et le jour où le livre est sorti, ça devait être le 9 mars 1991, les droits ont été achetés pour faire un film. Et le film n'a jamais été fait, malgré plein de bonne volonté. Donc j'étais un peu frustré. Et le jeu vidéo, finalement, c'est une autre solution pour que les gens voient en images ce qu'il y a dans le roman. Et maintenant que j'ai vu le résultat qu'offrent Microïd et Tower 5, je crois que c'est mieux le jeu que le film, parce que là, chaque joueur va pouvoir recréer son propre film qui va être différent selon la manière dont il joue la partie. Vous êtes un joueur vous-même ? Alors, je suis un joueur d'échecs. J'ai démarré très jeune, à 6 ans. On m'a mis dans les compétitions et tout ça, comme beaucoup d'enfants, au piano et aux échecs. Et j'ai une passion pour les petits personnages qui font des choses face à d'autres personnages qui font d'autres choses. Donc, j'aime bien les mythologies grecques, j'aimais bien les échecs. Donc, ça m'a naturellement amené, quand les jeux sont apparus, notamment les jeux vidéo, à m'intéresser à ça. J'ai moi-même programmé mes propres jeux. J'avais à l'époque un Auric Atmos. C'était mon premier ordinateur, je crois que je l'ai eu en 81. À l'époque, c'était pas très répandu. C'était un ami qui m'avait expliqué qu'il fallait à tout prix acheter ça, mais j'avais l'impression que c'était un objet pour les scientifiques. Et il m'a appris à l'utiliser. Et après, il y avait dans les journaux, il fallait recopier des lignes de basique, ou alors on pouvait récupérer à la radio. Il y avait une radio qui s'appelait Radio du Lézard, dans laquelle on enregistrait, on avait soit des petits jeux, soit des dessins, soit des petites musiques. Et je trouvais ça magique. Après, évidemment, j'ai suivi tout ce qui existait comme jeu de stratégie, et celui qui m'a évidemment le plus pris de temps, c'est Civilisation. J'ai suivi tous les niveaux jusqu'à la Civilisation 6. Et Civilisation, pour moi, c'est refaire toute l'histoire du monde et comprendre comment les royaumes, les empires se sont confrontés pour arriver au monde dans lequel on est aujourd'hui. Vous avez choisi la littérature. Vous n'avez pas de regret, finalement, de ne pas avoir créé ou travaillé dans le monde du jeu vidéo ? Alors non, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la littérature, je suis tout seul. Donc si ça marche, c'est moi. Si ça marche pas, c'est moi. Par contre, dans les projets collectifs de type cinéma ou jeu vidéo, chacun faisant un petit bout, si ça marche, tout le monde pense que c'est grâce à lui, et si on échoue, tout le monde pense que c'est la faute des autres. Et ça, je trouve que c'est un truc qui crée des conflits. Alors que quand j'ai créé les fourmis, j'ai dessiné les territoires, j'ai dessiné les cités, j'ai fait le storyboard des batailles, je savais exactement ce que je faisais et j'avais le contrôle. Et puis je n'avais pas à faire de compromis. Je crois que quel que soit l'artiste qui est sur un projet de film ou un projet de jeu vidéo, il a envie de faire quelque chose, mais vu que les collègues font autre chose, on est obligé d'arranger tout et du coup, il n'y a pas une direction claire, unitaire. Donc ça, je peux l'avoir sur le roman.
Par contre, l'intérêt évidemment du jeu par rapport au roman, c'est qu'on a des images, d'interactivité, on a beaucoup plus de possibilités, on va avoir la musique, on va avoir des décors extraordinaires, on va avoir... Là, je discutais avec Jean Towerfave, il y en a un qui a fabriqué la fourmi, il y en a un qui a fabriqué les décors, il y en a un qui est allé sur place, radiographier le sol pour reproduire exactement la forêt de Fontainebleau comme dans le roman. Donc tout ça, évidemment, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de monde, et donc beaucoup de compromis entre eux. Vous étiez un peu comme un observateur, un peu comme quand vous étiez petit, que vous regardiez la fourmilière. Et quel a été votre rapport justement au travail de l'équipe ? Alors c'est plutôt un rapport de consultant. C'est-à-dire par moment, ils me montraient ce qu'ils avaient fait. Je leur disais, ben voilà, par exemple la fourmi, il faut lui faire des yeux plus grands pour qu'on puisse la reconnaître. Il faudrait lui mettre des rayures sur l'abdomen aussi pour que même de dos on puisse savoir que c'est elle. Parce que le problème des fourmis, c'est que elles se ressemblent toutes. Donc il y avait déjà l'identification de l'héroïne qui s'appelle 103-683. Il fallait vraiment que ça soit clair. Ensuite, je les ai poussés à être le plus proche possible et du roman et du réel pour que les lecteurs du roman puissent avoir un petit goût de déjà-vu ou un sentiment d'être dans un univers connu. Et après, évidemment, la supériorité du jeu par rapport au roman, c'est qu'ils vont faire des choix. Chaque joueur va faire ses choix personnels qui seront différents et donc il va réécrire son propre roman, mais avec une base qui ressemble un peu à celle des fourmis. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez pris la manette et que vous avez pénétré dans ce nouvel univers ? Alors j'étais très impressionné, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Je m'attendais pas à ce qu'ils aient prévu autant de choses, notamment dans les sauts au-dessus de l'eau, les ombres. Il y a un ballon comme ça, un vieux ballon crevé, pourri, qui est d'un réalisme extraordinaire et on peut l'escalader. J'ai bien aimé aussi la manière dont l'héroïne peut appeler les groupes de fourmis pour former une armée et proposer d'aller dans une zone, quitte à devoir se battre pour ça. Donc il y a quelque chose de très naturel. Ce qui m'a plu, c'est que l'accès se fait de manière fluide et naturelle. Dans la première version des fourmis, le microïde en 2000, il fallait intégrer des règles, il fallait lire des choses. Et j'ai donné comme indication, quand on me l'a demandé, que ça puisse être joué par un enfant qui découvre juste ce monde comme une prolongation de son propre esprit, qui puisse bouger la fourmi comme il veut et qu'il ait le sentiment que dans la réalité, ça se passe comme ça. Pas d'intégration de règles complexes. C'est d'ailleurs assez incroyable quand la façon dont elle se déplace, elle grimpe partout, on entend le petit bruit de ses petites pattes. Là aussi, on pénètre dans la peau d'une fourmi. Ah oui, c'est ce qui est très réussi, mais ça, il n'y a pas de secret, c'est du travail. Je discutais avec les gens qui ont conçu les décors et les fourmis, ils ont passé du temps. Rien que le mouvement des antennes, le mouvement des mandibules, le fait qu'il y ait 6 pattes, ça avance pas pareil, un insecte à 6 pattes, un animal à 4 pattes. Donc il faut repenser tout. Et justement, il y a une des conceptrices du jeu qui m'expliquait qu'à un moment, il fallait qu'elle ait le mouvement des mandibules d'une fourmi attrapant une termite et la coupant en deux et en voyant un morceau à l'extérieur. Donc, elle s'est transformée en fourmi, avait mordu un gant et déchiré le gant pour l'envoyer loin et filmer ça et pour avoir le mouvement, quelque chose de naturel. C'est ce genre de petits détails, c'est ce genre d'investissement passionné qui font que le jeu va bien fonctionner en plaisir pour le joueur. Justement, bien fonctionner, c'est un jeu qui va sortir un peu avant Noël, à un moment où il y a énormément de concurrence. Est-ce que vous ressentez une certaine fébrilité ? Est-ce que vous dites, faut que ça marche ? Alors, le fait qu'un jeu ou qu'un roman marche, ça dépend de tellement de facteurs que je sais que rien n'est jamais gagné. Et ça dépend aussi en effet de la concurrence, ça dépend de l'actualité même. Je me rappelle quand j'avais sorti le premier Les Fourmis, il y avait la guerre du Golfe et du coup tout le monde ne parlait que de la guerre du Golfe. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de conflit armé qui accapare tous les médias. Maintenant, moi, je souhaite vraiment que ce jeu fonctionne, ne serait-ce que pour récompenser toute l'équipe qui a bossé dessus, parce qu'ils sont tellement de mal. Ça fait 3 ans qu'ils bossent comme des fous pour faire que cet univers soit beau, interactif, marrant. Et je crois qu'ils méritent, en tout cas, une curiosité de la part des gens qui connaissent pas même mon livre, ou qui connaissent pas l'univers des fourmis, qui vont pouvoir le découvrir. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que ça peut avoir une incidence sur les ventes de vos livres, justement ? Est-ce qu'il y a un lien qui peut se faire, donner envie peut-être à découvrir un univers à des gens qui ne vous ont jamais lu ? Je pense que la curiosité sera plutôt de mes lecteurs vers le jeu
que des joueurs vers le livre, parce que le livre maintenant a déjà vécu depuis tellement de temps, je crois que tous les gens qui avaient un peu de curiosité autour du thème l'ont déjà exploré, mais je me rends pas compte. Je connais pas, on peut pas mesurer, mais je sais que souvent les gens croient que quand un film sort adapté d'un livre, le livre va être lancé, et c'est pas le cas. Donc par contre, je sais pas par rapport à un jeu. Le film Monte Cristo a fait exploser les ventes du livre. Il a été écrit bien avant le vôtre. Oui, vous m'apprenez quelque chose, je ne savais pas. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous ? Je suis le comte de Monte Cristo. Le film Le Comte de Monte Cristo est sorti le 28 juin dernier. Il a attiré plus de 8 millions de spectateurs dans les salles de cinéma et au 18 juillet, selon BFM TV, 180 000 exemplaires du roman de Dumas sorti en 1844 ont été vendus rien qu'en France. Vous avez écrit Les Fourmis il y a plus de 30 ans. Quand on est un auteur, comment on se sent quand on laisse finalement le soin à quelqu'un d'autre de perpétuer, de faire vivre son univers ? Je crois qu'il faut faire confiance à d'autres créatifs. Tous ces projets sont nés d'une amitié avec Elliot Graciano, qui est non seulement un informaticien chevronné, mais un chef d'entreprise courageux, parce qu'il faut quand même avoir le goût du risque pour se lancer un projet aussi ambitieux, qui fait travailler autant de personnes, qui exige autant de temps, de travail, d'investissement. Et Elliot Graciano est un vrai chef d'entreprise, c'est un visionnaire. Il a tout le temps été à la pointe des jeux. Donc, ça me semblait naturel de lui confier ce bébé et de lui faire confiance. Mais Elliot a été très respectueux de l'œuvre, du livre, et il a été très respectueux du plaisir que pourra avoir le lecteur qui a aimé le roman à trouver du plaisir dans le jeu. Et ça, c'est formidable. Mais c'est né déjà d'une grande amitié, parce qu'à force de travailler avec Elliot Graciano et avec Stéphane aussi, son associé, on a fini par s'apprécier et à se faire confiance. Ça vous a donné envie peut-être de revenir à vos fourmis ? Peut-être une suite ? Alors, j'aimerais vous dire oui, mais non. Je considère que la trilogie, j'ai fait le tour du sujet, et je crois que c'est bien de partir en ayant encore un peu faim. À la limite, la suite, c'est le jeu. Il y a les fourmis, le jour des fourmis, la révolution des fourmis, et puis le jeu. Le jeu, c'est à partir de l'univers que vous avez découvert dans les romans. Écrivez vous-même votre propre histoire dans l'esprit du livre. Vous avez hâte de le montrer à vos enfants ? Oui, j'attends surtout l'avis de mon fils qui a 12 ans, qui a lu Les Fourmis récemment et qui est très amateur de jeux, notamment sur console. Et vous jouez à quoi en ce moment ? Alors là, actuellement, je joue à It Takes Two, d'ailleurs avec mon fils. C'est un jeu qui utilise le même moteur qu'Unreal 5, qui a une particularité, c'est un jeu dans lequel on doit fonctionner ensemble pour avancer. Et si on s'entend pas, on n'avance pas. Il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça. Au lieu d'être l'un contre l'autre, on est l'un avec l'autre pour réussir des missions. Et c'est aussi un mode de fonctionnement qu'on pourra trouver dans le jeu des fourmis. It Takes Two, jeu sorti en 2021, élu jeu de l'année lors des Game Awards. Il s'est écoulé à plus de 16 millions d'exemplaires. Un jeu développé par un petit studio suédois, mais édité par un géant du secteur, l'américain Electronic Arts. De l'importance d'être bien accompagné lorsqu'on est un petit studio. Bernard Weber, l'intelligence artificielle arrive dans le jeu vidéo. Les machines sont de plus en plus puissantes avec des moteurs de jeu de plus en plus poussés comme Unreal Engine 5 qui fait tourner justement les fourmis. Mais est-ce que le rêve, l'imagination, ce qui fait aussi la puissance d'un jeu, ne va pas s'effacer derrière la technologie ? Non, je crois au contraire que la technologie va permettre d'augmenter la part du rêve. Déjà, les images sont plus belles parce qu'il y a une meilleure résolution, mais aussi les personnages ont des comportements plus originaux. Parce que l'intelligence artificielle permet, par exemple, à toutes les fourmis d'avoir leur propre petit comportement personnel. Ce qui est extraordinaire dans le jeu Les Fourmis de Microïd, c'est qu'il peut y avoir quand même 15 000 animaux qui bougent simultanément à l'écran. Et donc, pour les batailles, on va avoir 7500 fourmis ou contre 7500 termites. Et on va le voir en tant que spectacle. Et ça, c'est possible parce qu'il y a des puces suffisamment puissantes pour gérer tout ça et parce que on a maintenant affaire à des consoles qui sont 1000 fois plus puissantes que celles qui existaient il y a 20 ans.
Originaire de Toulouse, Bernard Werber commence à parcourir la forêt de Fontainebleau quand il s'installe à Paris vers l'âge de 20 ans. Il devine dans les sous-bois un monde sans pitié, où il s'agit de manger ou être mangé. Un univers exotique peuplé d'étranges spécimens. Vous parliez des combats, on l'entend dans ce reportage étonnant d'Arte TV, on le lit aussi d'ailleurs dans la trilogie. La violence, ça fait aussi partie de la vie des fourmis? Alors, ce qui est fascinant, c'est vrai, chez les fourmis, c'est que ce sont des animaux qui fonctionnent dans des villes et que ces villes sont concurrentes un peu comme Athènes et Sparte et qu'il peut y avoir des guerres, mais il peut y avoir aussi des alliances. En fait, ce qui m'intéressait dans le roman, c'était l'esthétique des combats. Et pour l'anecdote, je peux vous avouer une information que j'ai eu plus souvent l'occasion de raconter. La première version des fourmis qui faisait 1500 pages et que j'ai dû réduire à 350 pages, avait 8 grandes batailles, parce qu'à l'époque, j'étais fasciné par Salammbô de Flaubert, dans lequel il y a énormément de batailles. Et l'éditeur, enfin le chef de collection qui s'occupait de mon roman m'a dit moi je suis anti-guerre, donc je t'ai viré toutes les batailles. Et j'ai dit on peut pas en laisser une. Et il me dit non, ça va, on va pas encourager les gens à faire la guerre. C'est déjà assez malheureux que ça existe. Ce que je suis tout à fait d'accord. Si on peut, je suis moi-même non violent, mais je trouvais que l'esthétique des batailles par rapport à un roman était quand même chouette. Et au dernier moment, vu qu'il était malade, j'ai dit, est-ce que vous pouvez pas, j'ai pris une autre chef de collection, vous pouvez pas rajouter une seule bataille, qui était donc la bataille des coquelicots. Elle m'a laissé cette bataille comme on offre un cadeau à un enfant qui réclame un jouet. Et après, quand je suis passé à l'émission de Bernard Rapp, l'unique émission à la télé dans laquelle j'étais invité, il m'a dit quand même, le meilleur passage, c'est cette bataille des coquelicots qui est tellement spectaculaire. Sur le coup, je me suis dit, zut, s'il avait vu les 7 autres batailles, parce que tout ça, c'était chorégraphié, j'avais fait des storyboards, je m'étais débrouillé pour que ça soit vraiment joli, dans l'esprit de ce que j'avais trouvé dans Salammbô, dans lequel il y a beaucoup de batailles aussi. Mais il y a une esthétique des mouvements, des corps qui se rencontrent, du suspense qui va gagner et tout, qui est quelque chose qui est inscrit dans nos gènes. C'est pour ça que je crois que on aime voir des films où il se passe des grands combats, il y a des belles chorégraphies, des films comme Gladiator, comme Le Seigneur des Anneaux, même La Guerre des Étoiles. Tous ces films s'y fascinent, c'est parce qu'il y a une sorte de chorégraphie, c'est comme de la danse. Et je voulais reproduire ça dans le roman. Et je crois que les gens vont pouvoir le retrouver maintenant dans le jeu Microïdes des fourmis. Merci Bernard Werber, auteur passionné et passionnant. J'en profite d'ailleurs pour remercier ma femme Françoise. C'est elle qui m'a fait découvrir les fourmis il y a 20 ans. Le jeu sortira le 7 novembre. Et si vous aimez Bernard Werber, son 33e roman est sorti. Il s'appelle Le temps des chimères. Il est temps pour moi de vous quitter. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de La Story. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.